Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Frédéric Maurice, chef de l'édition de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invitée Mylène Agnelli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire d'Isola, conseillère métropolitaine et vice-présidente de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Alors, on va commencer par l'actualité qui nous attend au mois de juillet avec l'arrivée du Tour de France. Il fera étape à Isola 2000 le vendredi 19 juillet. À moins de 2 mois, est-ce que la station est prête ? Alors, pas tout à fait prête. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent demain parce qu'on ne serait pas tout à fait prêt. Ouais, mais a priori, ça ne sera pas le cas. On a encore de la neige, donc voilà. Mais non, on sera prêt, évidemment. Ça va être une très belle fête. Ça demande une très, très grosse organisation au niveau des services techniques, du service de l'animation. Mais on est ravis que le Tour de France fasse étape à Isola 2000. Il était déjà venu il y a longtemps. Et voilà, on se prépare à avoir du monde. On espère beaucoup de monde du côté italien aussi qui va pouvoir venir nous rejoindre. Et c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'anticipation, notamment pour les zones de stationnement, parce que l'objectif, c'est qu'on essaie de faire en sorte que les routes ne soient pas fermées trop tôt pour que les gens puissent profiter du spectacle. Le village est vraiment mobilisé autour de cet événement. Oui, les gens sont très contents. Il y a un vrai enthousiasme. Alors Isola, c'est une terre de vélo. Depuis longtemps, on accueille des équipes de cyclistes professionnels qui viennent et qui s'entraînent à la station. Alors, dès que le col de la Lombarde est ouvert, il y en a encore beaucoup plus parce que forcément, ils passent en Italie et ça leur permet de faire même les 3 cols, avec notamment aussi le col de la Bonnette. Et le vélo, c'est un sport qui est extrêmement pratiqué par les Isoliens de toutes les manières. Et puis le Tour de France, c'est un événement tellement médiatisé que tout le monde se réjouit. Alors justement, quelle retombée est-ce que vous en attendez ? Alors, c'est difficile de quantifier. Ce qui est difficile de quantifier, c'est le nombre de personnes qu'on va pouvoir accueillir, parce que justement, ça dépendra notamment des heures de fermeture de route. On a créé beaucoup de zones de stationnement, parce que vraiment, en termes d'organisation, sur le P1, pour ceux qui connaissent, donc un des 2 parkings à la station, sur le P1, il y aura 120 camions qui seront présents dès le matin. Donc, le P2, il y a aussi une partie du P2 qui est mobilisée pour les équipes du Tour de France, pour les journalistes. On accueille la salle de presse avec plus de 110 journalistes à la station. Donc, il faut trouver d'autres endroits pour que les gens puissent stationner. Donc, ce sont des zones qui ont été identifiées avec la gendarmerie, la police nationale et nos services techniques. Est-ce qu'il est encore possible de se loger si on veut venir et assister au passage des coureurs ? Encore un peu, il faut faire vite quand même. Encore un peu. Frédéric. Alors, les Alpes françaises restent seules en lice, toujours au chapitre des grands événements, oui. Donc les Alpes françaises restent seules en lice pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Isola 2000 devait accueillir les épreuves de ski cross et de snowboard. La visite du Comité international olympique semble avoir définitivement écarté sa participation. Est-ce que vous en avez fait votre deuil ? Pas tout à fait, parce qu'il n'y a rien d'officiel encore pour le moment. J'ai discuté encore il y a quelques jours avec Renaud Muselier et avec des membres du cabinet de Laurent Wauquiez qui continuent de défendre le dossier d'Isola 2000 et le dossier de Val d'Isère. Ce sont 2 dossiers qui sont liés puisqu'on avait été retenus au départ, Val d'Isère pour des épreuves de ski alpin et Isola pour le snowboard cross, et qui ont été effectivement, pour l'instant, écarté. Mais rien n'est définitif pour l'instant, tant que le dossier n'est pas entièrement présenté au CIO. Donc, on continue à espérer. Et puis, Isola, moi, je continue de marteler qu'on a une vraie identité snowboard. On a des médaillés olympiques. On a des structures qui sont là, qui sont en place. Un gros club, back-to-back, qui fait des efforts phénoménaux pour sortir des champions et qui sort des champions chaque année. Ils sont présents en Coupe du Monde depuis le départ de la création de back-to-back, quasiment. Donc, voilà, le snowboard, c'est vraiment Isola 2000. Et le ski cross et le snowboard cross aussi. Qu'en pensent les Isoliens de cette annonce, du fait que dans un premier temps vous avez été sélectionné et puis dans un deuxième temps a priori plutôt écarté ? Oui, c'était un peu l'ascenseur émotionnel. J'imagine. Tout le monde était d'abord ravi et puis ensuite c'était un peu la douche froide. Et puis on attendra de voir. On est quand même, on est serein. En tout cas, ça montre que Isola 2000 est au même rang que les plus grandes stations des Alpes françaises. Donc ça, c'est plutôt positif de toutes les façons. On a beaucoup parlé d'Isola pendant ce temps-là. Et donc voilà, si on n'accueille pas d'épreuves, on sera un peu déçus. Mais quoi qu'il en soit, l'année prochaine, par exemple, on va accueillir une Coupe du Monde junior de snowboard cross sur la station. Donc ça montre qu'on est prêt pour de grands événements. Ouais. Juste, la justification que vous donne le CIO pour ne pas retenir le Isola, c'est quoi exactement ? C'est l'éloignement des sites, en fait. Bon, voilà, ce qui honnêtement, quand on voit que cette année ce sont les JO de Paris et que le surf est organisé à Hawaï, alors que je pense que dans le sud-ouest, par exemple, on a de beaux endroits avec de belles vagues. Bon, l'éloignement des sites, ça nous semble un peu gros comme raison. Alors vous disiez tout à l'heure, à l'instant, que Isola a été taillé aujourd'hui pour accueillir de grands événements. Alors avant d'en dire davantage, Tristan Gasparo est allé poser la question à quelques Niçois qu'il a rencontrés pour demander leur avis. Vous allez voir qu'ils sont assez sceptiques quand même sur l'accueil de très grands événements. Bonjour Madame la maire, alors aujourd'hui je me suis posé la question, est-ce qu'Isola est une station capable d'accueillir des grands événements comme les JO ? Alors je vous laisse écouter les témoignages que j'ai reçus, les voici.
pense pas que ça puisse accueillir des événements aussi grands, que ça serait compliqué de loger tous les athlètes, les staffs, les gens qui viendraient voir les JO, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Isola et je vois pas comment ils pourraient en construire beaucoup plus, sachant que c'est déjà beaucoup construit. Je ne pense pas qu'Isola 2000 soit une station adéquate pour accueillir de grands événements ou les Jeux Olympiques. Au niveau tout ce qui est transport en commun ou quoi pour y accéder, ça ne sera pas très facile d'accès. J'étais allé il y a 2 ans à Isola et j'avais trouvé que c'était quand même vachement petit du coup pour accueillir les JO ou des grands événements. Je sais pas si c'est la meilleure station. En plus, elle est quand même assez basse, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça reste quand même la montagne, un lieu tranquille où les gens vont peut-être là-bas aussi pour se reposer un petit peu. Ça va pas forcément. Peut-être c'est une station qui est un peu petite. Au niveau aussi de la galerie marchande, tout ça, c'est assez petit. Donc je sais pas si ça pourrait accueillir beaucoup de gens. Alors, est-ce que ces Niçois ont tort ? Alors, d'abord, pour ce qui est de la neige, ça me fait sourire quand même parce qu'on est la station la plus enneigée. Absolument. Alors, des Alpes-Maritimes, mais aussi des Alpes du Sud et même en France, voire très souvent en Europe. La station la plus enneigée au bas des pistes. On a le front de neige qui est à 2000 mètres d'altitude. Donc, on a très régulièrement les records d'enneigement. Donc, pour ce qui est de la neige, je suis absolument pas inquiète pour Isola. D'ailleurs, les études ont montré qu'on faisait partie des stations qui auront encore de la neige dans 20, 30 ou 40 ans. Donc, je suis pas du tout inquiète pour ce qui est de l'enneigement. Pour les structures, pour le logement, l'hébergement, etc., ils ont raison. Pour l'instant, il y a trop peu d'hébergement. On a de gros projets immobiliers qui vont sortir. On va y venir. Que les JO aient lieu ou pas. Et donc, on sera en capacité, sans problème, d'accueillir le staff avec les concurrents. Il faut savoir que c'est des épreuves de snowboard cross. C'est pas non plus des épreuves qui accueillent autant de monde que le ski alpin ou que d'autres épreuves. Tout à fait. Trouvez-vous injuste qu'une seule station du Sud, Serre-Chevalier, soit retenue à ce stade ? Très injuste. Oui, très injuste, et puis notamment parce que voilà, on a de vrais équipements, et puis je pense que quand on parle des Alpes du Sud, faut pas oublier que dans les Alpes-Maritimes, il y a aussi des stations, et des belles stations qui forment des champions, des clubs qui s'investissent, des commerçants, un tissu socio-professionnel qui vit du ski et du snowboard, et je trouverais très injuste qu'on soit écarté. Malgré tout, est-ce que vous continuerez à soutenir avec enthousiasme la candidature bien sûr. Des Alpes du Sud pour les JO de 2030 ? Oui, bien sûr, parce que quoi qu'il en soit, c'est un très bel événement. Je pense qu'ils ont fait absolument le bon choix de grouper les 2 régions, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Donc le choix stratégique des 2 présidents de région était le bon. Christian Estrosi est vraiment moteur dans l'organisation de ces JO. Donc quoi qu'il en soit, ce sera une bonne nouvelle pour la France. On sera bon joueur. Alors vous le disiez, il reste de la neige actuellement à Isola 2000. Eh oui, encore un peu. C'est exceptionnel quand même. Alors, les années où il y a beaucoup de neige, ça arrive encore qu'il y ait de la neige à la fin du mois de mai. Mais là, c'est vrai qu'il a fait froid sur la fin d'hiver. On a eu encore des chutes de neige pas très importantes, mais il y a 10 jours, il neigeait encore quelques flocons. Dans la cour de l'école, on voyait encore les flocons qui tombaient. Donc voilà, là, c'est fini, ça y est, ça se réchauffe. Mais c'est vrai qu'il y a encore de la neige, même sur le bas de la station. C'était une année exceptionnelle en termes d'enneigement ? Exceptionnel par rapport aux 4 ou 5 dernières années. Ensuite, il y a eu des années où on a eu beaucoup plus de neige que cette année-là. Mais c'est vrai que cet hiver, on a eu beaucoup de neige et des chutes de neige importantes dans un temps assez record. Quand même, non ? On a eu peu de neige au début de saison et ensuite, à partir de fin janvier, il a neigé très régulièrement. Et pendant les vacances de février, en 4 jours, on a pris 2,30 m de neige sur le bas de la station. Donc quasiment 3 mètres sur le haut de la station. Donc de très fortes chutes de neige. Oui. Donc le bilan que vous tirez de cette saison, il est exceptionnel, il est à la hauteur de cet enneigement ? Il est à la hauteur de l'enneigement. On a fait un début de saison un peu plus calme par rapport à la saison d'avant, mais une très bonne fin de saison. Les gens ont continué à venir, la neige était excellente. Il y avait vraiment de très bonnes conditions jusqu'à la fin, avec un domaine quasiment 100% ouvert jusqu'au dernier jour de l'ouverture de la station. Donc voilà, on a pu accueillir les gens dans de très bonnes conditions. Le col de Lombarde, il a rouvert déjà ? Eh non, il n'a pas encore ouvert parce que ouais. Beaucoup de neige, mais donc du coup, beaucoup de routes à déneiger. Il n'a pas encore ouvert. Et puis, il faut que les Italiens fassent leur part aussi de l'autre côté. Donc, le déneigement est en cours, il n'a pas encore ouvert. On est pressés parce qu'on est tous contents d'aller en Italie et d'accueillir nos voisins italiens également. Évidemment, bien sûr. Quand avez-vous prévu de démarrer les activités estivales ? Alors, elles vont démarrer dès le 2e week-end du mois de juin. Il y a des courses qui sont organisées, notamment un duo trail, donc une course pédestre sur les hauteurs de la station. On a beaucoup d'événements en aval du Tour de France aussi pour lancer cet événement. On a l'inauguration d'un pump track que la commune a financé avec l'aide de l'Agence nationale du sport. Donc, de quoi il s'agit un pump track, parce que tout le monde Un pump track, c'est un parcours qui est accessible pour les trottinettes, les vélos. Et les draisiennes même pour les plus petits. Donc c'est un parcours avec des bosses et qui permet d'avoir des parcours diversifiés en fonction du niveau. Et c'est très demandé, ce sera le pump track le plus haut de France. Donc ça va être un très bel équipement. Hein. Absolument, dans un environnement naturel. Y a-t-il d'autres nouveautés attendues cet été ?
Alors, le pump track, c'est la très, très grosse nouveauté de cet été. C'est un investissement très important, parce que c'est plus de 300 000 €. Donc, voilà. Et ensuite, pour les gens de la station, et pour les gens particulièrement qui travaillent à la station et les touristes qui viendront nous voir, on va inaugurer à la fin de l'été la nouvelle crèche de la station qui va permettre de doubler la capacité d'accueil. Donc c'est très important parce qu'on avait du mal à accueillir tous les enfants des touristes. C'était très souvent saturé par les enfants des salariés qui vivent et qui travaillent à la station et qui ont besoin de faire garder leurs enfants. Et les locaux du centre aéré. Et en septembre aussi, l'inauguration de la cantine scolaire à Isola 2000, puisqu'il n'y avait pas de cantine jusqu'à présent. Est-ce qu'Isola est un peu à la traîne en matière de diversification des activités ? Isola était à la traîne, vraiment, clairement, par rapport à des stations comme La Colmiane ou comme Valberg qui ont largement anticipé cette diversification. Isola était à la traîne. Et je dirais qu'un des bénéfices du Covid, ça a été justement de trouver d'autres solutions et de faire d'autres choses l'été. Les gens ne pouvaient pas partir ailleurs, ils sont venus. Et on a eu la chance. Vous estimez avoir rattrapé votre retard, en tout cas commencé à rattraper votre retard. Commencer à rattraper notre retard. On a encore beaucoup de choses à faire, mais on a commencé à rattraper notre retard. Et on a beaucoup de jeunes actifs à Isola 2000 qui se sont lancés dans des activités l'été et qui sont très contents, qui vivaient déjà là l'hiver et qui restent maintenant toute l'année et qui ont lancé tout un tas d'activités sur le front de neige et c'est très appréciable. C'est quoi la répartition de chiffre d'affaires là actuellement entre hiver et été pour Isola? Parce qu'à la Colmienne, par exemple, on a appris que le chiffre d'affaires estival est plus important que le chiffre d'affaires hivernal. Non, nous, on a 90%, allez, 85% de notre chiffre d'affaires qui se fait l'hiver. Oui, d'accord, ça reste stratégique, quoi. Cet hiver, la Cour des comptes a épinglé la gestion d'Oron et d'Isola 2000, considérant que l'exploitation des stations engloutit trop d'argent public et que les investissements ne sont pas toujours pertinents. Vous admettez ces critiques ? Alors, je les entends, il y a eu 2 rapports de la Cour des comptes. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a étudié 42 stations sur l'ensemble des massifs français. Et il y a eu un autre rapport de la Chambre régionale des comptes qui, lui, a vraiment étudié la structure de la SEM des stations du Mercantour, donc pour Oron et pour Isola. Et les 2 rapports sont assez contradictoires. Donc effectivement, on a souvent retenu celui la Cour des comptes est assez dure et la Chambre régionale des comptes est beaucoup plus qui a pris plus de indulgente. temps pour étudier ce qui se passait, a été plus lucide, à mon avis. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est de l'argent public qui est investi dans nos stations et c'est le cas partout, dans toutes les stations. Moi, je discute énormément via l'association des maires de stations de montagne avec mes collègues dans les Alpes du Nord, dans les Pyrénées, de partout. Il y a beaucoup d'argent public qui est investi, mais il y a beaucoup d'argent public qui est investi pour faire vivre tout un tissu économique. Sans cet argent public, les stations ne pourraient pas vivre. Ce sont des emplois qui seraient perdus et c'est la même chose quand on investit dans une piscine, quand on investit dans une crèche, c'est jamais rentable. Nous, on a fait le choix de faire une crèche. Sur le budget de fonctionnement de la commune, c'est forcément très impactant, mais c'est du service rendu. Faire vivre nos stations, c'est préserver l'économie de montagne. Ce que vous dites souvent aussi, c'est que on focalise sur les stations parce qu'évidemment, ça attire plutôt une clientèle plutôt aisée, mais ces investissements publics, on les retrouve dans plein d'autres secteurs du pays, des endroits qui ne sont pas forcément des stations de ski, mais qui participent de l'aménagement du territoire. Absolument, ça participe de l'aménagement du territoire, ça permet de conserver nos écoles, ça permet d'avoir des gens qui s'installent et qui vivent à l'année, ça fait travailler les entreprises et les entreprises des vallées notamment, les entreprises du secteur, les entreprises du département. Enfin, voilà, tout le monde a besoin que les stations puissent continuer à vivre. Est-ce qu'il faut relever le tarif du forfait comme le préconise la Cour des comptes qui évoque un tarif à 60 €? C'est 40 actuellement? C'est 40 actuellement. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est parmi les stations les moins chères, Oron et Isola 2000, par rapport au nombre de kilomètres de piste que nous avons, ce qui est un atout. On a augmenté cette année le forfait d'1 €. Il sera peut-être augmenté encore l'année prochaine d'1 €. Il n'est pas du tout question pour l'instant de le passer à 60 €. Ça voudrait dire se passer des investissements publics. Si on montait à 60 €, ce serait pour 60 €, ça veut dire qu'il n'y a plus de participation publique dans le fonctionnement du domaine skiable. C'est pour ça que cette somme-là existe. Oui, et 40 €, ça veut donc dire que les 20 € qui manquent, c'est les pouvoirs publics qui les prennent en charge. C'est les pouvoirs publics. Nous, les stations d'Oron et d'Isola, elles sont gérées par le syndicat mixte des stations du Mercantour. Donc, ce sont les 2 collectivités, la métropole et le département. La métropole à 51% et le département à 49%. Et on a la chance d'avoir des collectivités qui suivent et qui investissent dans nos stations, qui ont annoncé des plans importants d'investissement pour les stations. Et notamment, on parlait des diversifications tout à l'heure. J'étais encore en réunion avec le cabinet du président du syndicat mixte, Christian Estrosi, qui a confirmé les investissements annoncés pour Isola et notamment sur la luge 4 saisons qui va nous permettre de diversifier nos activités. D'accord. Donc ça sera une nouveauté à venir dans les années... Nouveauté à venir. Là, les dossiers environnementaux sont en cours, les permis d'aménager, etc., pour pouvoir démarrer les travaux, on espère, à l'année prochaine. Est-ce que vous constatez un décalage de la neige? Est-ce qu'elle est de plus en plus tardive? Ou est-ce que là, c'est un accident de
Sur les 2 dernières années, elle est arrivée un peu plus tard, mais quand on regarde il y a 3 ou 4 ans, elle était arrivée vers le 20 novembre. Donc pour l'instant, c'est difficile de le dire. Donc vous n'envisagez pas de décaler la saison, et est-ce que c'est possible de décaler la saison d'exploitation pour coller à la neige? Oui, c'est possible, bien sûr. Nous, on a toujours ouvert le premier week-end de décembre, sauf cette année où on a décalé d'une semaine, parce qu'effectivement, on aurait pu ouvrir, hein, mais on aurait ouvert avec un domaine vraiment très restreint. On a choisi d'attendre une semaine, et on a bien fait, parce qu'entre-temps, on a eu des chutes de neige qui nous ont permis de faire une belle ouverture. Donc on aurait pu, mais c'est vrai qu'à Isola, en général, on ouvre le premier week-end du mois de décembre, et on ferme aux vacances de Pâques, ou en tout mi-avril, en fonction de comment tombent les vacances. La difficulté d'ouvrir plus... D'abord, en début de saison, il y a une vraie appétence. Les gens ont envie de revenir au ski, ont envie de revenir à la montagne. Et en fin de saison, au mois d'avril, nous, on vit dans une région qui est compliquée quand même. Il fait très beau, et c'est vrai qu'on a un peu plus envie de se mettre en maillot et d'aller profiter des bords de la Méditerranée. Il y a ça, et puis il y a le personnel. C'est compliqué aussi quand on tourne avec des saisonniers de repousser la saison, alors que la saison estivale est très attractive et très importante pour eux. Oui. Donc il y a un moment de frottement qui n'est pas évident. Parce qu'on peut être surpris de voir que Isola ferme mi-avril, quand il y a un enneigement aussi incroyable, quoi. C'est une question qu'on s'est posée, dans laquelle on a discuté avec nos partenaires, avec les socioprofessionnels. Eux, ils avaient une difficulté, c'est que certains de leurs employés s'étaient déjà engagés dans d'autres activités, effectivement, d'été. D'autres sociopros avaient déjà fermé leur magasin. Donc c'était compliqué de continuer à ouvrir avec des équipements qui soient limités. Un tout petit mot pour finir sur le réchauffement climatique, parce que vous l'avez abordé. Isola 2000, c'est la station la moins vulnérable au réchauffement climatique, parce que la plus haute et la mieux exposée de ce point de vue-là. C'est ça, la plus haute, la mieux exposée. Et on a la chance d'avoir, on parlait du col de la Lombarde. La Lombarde, c'est pas que le col, c'est aussi un petit phénomène météo qui nous apporte, quand les perturbations viennent de l'Est, du vent d'Est, et ça nous apporte énormément de neige. Donc on a la chance d'avoir beaucoup d'atouts pour continuer à avoir de la neige. Alors, une question de jargon, mais qui est importante. Pourquoi parle-t-on de lit chaud et de lit froid en station de ski? Alors, les lits chauds, il y a des lits plus chauds que d'autres? Ah oui, ça, je vous laisse juger. Certainement. Les lits chauds, ce sont les lits touristiques, les lits dans lesquels on accueille des touristes qui peuvent venir à la semaine, à la nuitée. Et les lits froids, ce sont les lits des propriétaires, des copropriétaires qui viennent. Donc les résidences secondaires, c'est ça. Des gens qui ne sont pas là tout le temps. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de lits froids, c'est-à-dire qu'en fait, ces lits sont moins exploités que les lits d'hôtel. Exactement. Et en quoi c'est un problème? Et c'est un problème parce que quand on a moins de lits touristiques, ça ne nous permet pas d'accueillir le nombre de touristes qu'on voudrait pouvoir accueillir. Et parfois, on est complet, on n'arrive pas à accueillir plus de monde, alors qu'il y a des résidences qui sont fermées. Et les gens ont bien le droit, les propriétaires ont bien le droit de venir ou pas. Voilà. Alors certains ont mis leurs appartements en location, en Airbnb, etc. Ce qui est très critiqué dans certaines communes. Nous, dans les communes de station, ce Airbnb, ça nous permet quand même d'avoir des clients qui viennent. Et d'ailleurs, les sénateurs ont fait un gros travail là-dessus pour essayer d'assouplir la loi et de faire en sorte que les communes puissent être maîtres de ce parc immobilier. Bien sûr, cette régulation. Et alors, en matière de lit chaud, de lit hôtelier, vous avez un grand projet. Est-ce que vous pouvez le rappeler? 2 grands projets même. 2? Voilà. Alors, un premier, effectivement, qui a du mal à sortir. C'est très compliqué. Moi qui suis de nature plutôt impatiente de voir la lenteur des services et des administrations pour pouvoir réussir à sortir un projet. C'est très compliqué, mais là, ça y est. Donc, en face de la place centrale, il y a un gros projet, effectivement, avec quasiment 700 lits qui va sortir, avec une grande salle polyvalente en bas et un mur d'escalade de 12 mètres, une salle qui nous permettra d'accueillir 500 spectateurs. Ça, c'est la commune qui restera propriétaire de cette salle et du mur d'escalade. Une résidence 4 étoiles. Un hôtel 4 étoiles, une piscine, un spa, etc. Et une résidence aussi dite un peu plus jeune, dans le lifestyle, comme on dit maintenant, qui colle complètement à la clientèle snowboard, club de ski, etc. Puisqu'on accueille des clubs qui viennent s'entraîner dès le début de la saison. Ça, c'est le premier projet. Ouais. C'est en face de la station. Et le deuxième projet... Permis déposé. Il doit être validé là, ça y est, cette fois. Voilà. On était soumis à une étude d'impact qui a fait que ça a été reculé pour des raisons d'environnement. Donc là, tout est bon. Voilà, ça va pouvoir être déposé bientôt, validé bientôt. Et le deuxième projet, il est un peu plus loin dans un virage à côté de la résidence MMV. C'est un terrain qui est sous compromis de vente avec Imalliance, qui va créer là aussi un hôtel 4 étoiles et un bâtiment exclusivement réservé au logement pour les actifs, puisqu'on manque de logements pour notre personnel. 23 logements pour actifs, c'est ça. C'est ça, exactement. 23 appartements pour actifs et qui vont permettre à nos commerçants aussi de loger leurs employés, parce que c'est très compliqué de se loger en station. Alors cette saison a aussi inauguré le réaménagement du front de neige d'Isola, avec la création notamment d'un tunnel à la place de téléski. Quel bilan est-ce que vous pouvez en tirer ?
Alors, moi, j'écoute beaucoup ce que disent notamment les professionnels et les moniteurs en font partie. Pour tout ce qui est débutant, c'est c'est très bénéfique parce que c'est compliqué d'apprendre à prendre un téléski quand on est petit. Il y a beaucoup de chutes, donc du coup, beaucoup d'attentes. Et c'est vrai que le tapis, c'est quand même beaucoup plus facile. On monte sur le tapis et puis on n'a plus rien à faire. Et les pentes sont vraiment adaptées d'un côté comme de l'autre pour l'évolution du ski. Donc, c'est une vraie plus-value. Il y a encore des petits aménagements à faire, notamment sur le côté village d'enfants auquel le syndicat mixte réfléchit avec la nouvelle directrice de l'école de ski, Anouk Bergonti, en lien avec Gérard qui était directeur jusqu'à maintenant. Voilà, il y a encore des petites améliorations à faire, mais c'est une vraie plus-value pour la station. Est-ce que vous avez d'autres projets pour le domaine skiable ? Oui, de gros projets, puisque ce sont 50 millions d'euros qui vont être investis en 5 ans. Donc, le Front de Neige en fait partie. C'était la première tranche. Je vous parlais tout à l'heure de la luge 4 saisons sur laquelle on a vraiment beaucoup avancé. Et je suis très, très contente vraiment de voir à quelle vitesse ça va et de savoir que les travaux devraient démarrer l'année prochaine. C'est vraiment, ce sera vraiment une vraie plus-value pour la station d'avoir cette activité qui nous permettra de travailler l'été comme l'hiver avec une piste importante. Et puis, il y a un autre projet, il y a encore 2 autres projets. Le changement de la télécabine du Pelvoz. Le Pelvoz, ce sont les œufs historiques d'Isola 2000, mais qui datent de la création de la station, donc qui sont anciens. Donc là, ça nécessite des études plus longues. Donc forcément, ce ne sera pas l'année prochaine, ce sera peut-être l'année d'après. On restera sur des œufs ? Ce sera un autre télécabine. D'accord. Quelle version encore, ça dépendra de ce qui est répondu dans le marché, mais ce sera un autre télécabine et qui permettra de développer un secteur un peu plus important sur la gauche, en haut. Et enfin, le projet Grand Ski, qui a été annoncé aussi par Christian Estrosi lors de l'inauguration du tapis du Front de Neige, c'est de l'autre côté Saint-Sauveur, avec un télécabine qui démarrera, pour ceux qui connaissent, du téléski de Saint-Sauveur et qui montera en haut de Sistron et qui nous permettra de démonter de vieux appareils qui dépensent beaucoup d'énergie, qui sont très très moches, et ça nous permettra de rationaliser les coûts d'exploitation et d'offrir un vrai domaine grand ski. Et le téléski de la Lombarde, qui est si dur à apprendre quand on est débutant. Le téléski de Grande Combe. Oui, de Grande Combe, voilà. Celui-ci, on le garde pour vérifier si vous savez encore prendre le téléski. Pour faire du tri. C'est ça, c'est un test. Frédéric. Après l'avoir défendu, vous vous êtes réjoui de l'abandon d'un projet de 2e retenue collinaire qui devait stocker 215 000 m3 d'eau, principalement en vue d'alimenter les canons à neige. Pourquoi vous avez changé d'avis là-dessus ? Parce qu'en fait, il faut être raisonnable, je pense, honnêtement. Et puis, on nous a présenté de nouvelles technologies qui permet maintenant de fabriquer de la neige en utilisant de moins en moins d'eau. Alors, forcément, on emprunte toujours de l'eau. Moi, je répète souvent que la neige de culture, oui, forcément, on emprunte de l'eau et on utilise un peu d'électricité, mais on emprunte cette eau pour la transformer en neige. Et ensuite, la neige, elle fond et elle redevient de l'eau qui vient dans nos sols et qui vient alimenter nos cours d'eau. C'est pas de l'eau perdue. Mais si on peut éviter de faire une 2e retenue collinaire en utilisant les structures actuelles et en permettant d'augmenter la capacité en changeant notamment les canons, en ayant des canons de nouvelle génération, autant le faire. Isola est candidat aussi à intégrer la charte du Parc national du Mercantour. C'est fait. Alors c'est fait. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Vous êtes la 24e commune, je crois, du parc à adhérer à la charte. Alors les anciens maires ne souhaitaient pas adhérer à la charte. Nous, c'est une question qu'on s'est posée assez rapidement quand on a été élu. Il y avait beaucoup de craintes de la part des habitants, de la part de certains socioprofessionnels et même de la part de certains élus. Voilà, ils avaient peur que ça renforce les règles et que ce soit un frein pour le développement. Donc, on a organisé de très nombreuses réunions avec la directrice du parc qui a été très disponible, Madame Como, qui est venue plusieurs fois à la station, au village, pour échanger avec les élus, ensuite pour échanger avec les administrés, tous ceux qui avaient envie de venir. C'était des réunions publiques. Et donc, voilà, on a fait le choix d'adhérer à cette charte et il n'y a pas de contraintes supplémentaires. Voilà, aucune contrainte supplémentaire, simplement la possibilité d'avoir cette marque charte Parc national du Mercantour et de développer certaines activités, d'avoir les intervenants du parc qui viennent et qui expliquent. Et je pense que c'est très important. Moi, je suis enseignante à la base et je pense que tout passe par la pédagogie avec nos enfants, mais avec les enfants des touristes qui viennent nous voir aussi. Alors pour en finir avec Isola, Isola ça fait partie de ces villages-stations qui sont un peu écartelés entre 2 entités, le village et puis Isola 2000. Comment vous faites au quotidien concrètement pour essayer d'unir les deux pour que la commune soit unifiée ? Ouais. On m'a souvent demandé si je préférais le village ou la station et je réponds que c'est impossible. C'est comme si on me demande lequel de mes enfants je préfère. J'aime autant passer du temps à la station. Vous êtes d'en haut, hein ? Vous êtes de 2000. Alors, quand j'étais petite, mon papa était moniteur de ski et j'étais à Isola Village du mois de mai jusqu'au mois de novembre et je montais à la station avec mes parents à partir du mois de décembre jusqu'à la fin de la saison. Donc, j'ai vraiment vécu toujours aux 2 endroits. Je faisais les 2 écoles. Donc, pour moi, c'est une seule commune. Mais c'est vrai que ce sont des problématiques très différentes. Si la station existe,
existe, c'est parce qu'il y a des gens à Isola Village qui ont voulu que cette station existe. Et si maintenant le village vit, c'est aussi grâce à la station. Donc les deux sont dépendants les uns des autres, avec pour autant, c'est vrai, des problématiques différentes. Mais Isola Village, on a de gros atouts. On a le centre Aquavallée qui est très important et qui est extrêmement apprécié. On est aux confins des stations. Ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se loger en station de trouver des logements l'hiver à des prix extrêmement accessibles. On a un nouvel hôtel qui va ouvrir, le restaurant du Touring, qui va ouvrir là le 15 juin. Et puis l'hôtel qui va ouvrir ensuite l'année prochaine. On a une zone de camping car park qu'on a développée au niveau du lac des Neiges, qui fonctionne très bien, avec aussi un restaurateur qui fonctionne bien. Donc il y a beaucoup d'activités l'été à Isola Village qui sont vraiment très très agréables et qui sont pas, qui sont complémentaires avec celles de la station. Et j'ai envie de dire que l'hiver tout se passe à Isola 2000, mais l'été ça se passe à Isola 2000 et à Isola Village. Et on a beaucoup d'associations, beaucoup de clubs, beaucoup de bénévoles qui font vivre le village toute l'année. Alors, on va parler un petit peu politique. Le 28 mars, Carole Servel, la maire de Val-de-Blore, était l'invitée de cette émission. On l'écoute. Deux de vos voisines, les maires de La Bolène-Vésubie et de Venançon, se sont abstenues sur le vote du budget de la métropole pour 2024. Pourquoi pas vous ? Alors, j'ai hésité, sachez-le, j'ai hésité. Et puis, nous avons eu certaines explications sur ce budget. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance à ce qui nous a été remis. Nous avons eu un conseil des maires précédemment. Je reste prudente sur évidemment ce qui va être fait et je serai toujours très vigilante. Mylène Agnelli, est-ce que vous avez vous aussi hésité à voter le budget de la métropole ? Non, j'ai pas hésité, j'ai voté le budget, on nous l'a présenté en nous montrant, en répondant aux questions qui ont pu être posées par les maires et les élus qui étaient présents, donc j'ai pas hésité sur ce budget. De votre point de vue, qu'est-ce qui fonctionne bien au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur et qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Beaucoup de choses. On a la chance d'avoir un réseau de mobilité qui est extrêmement développé, avec des tarifs, même s'ils ont augmenté. Moi, j'ai pas eu de problème pour voter l'augmentation du prix des transports. Certes, c'est plus cher, mais ça reste vraiment très peu coûteux par rapport aux autres métropoles. Donc ça coûte très cher de développer ces réseaux. Ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très très cher. Et ils viennent jusque dans nos communes, ce qui est vraiment une chance pour nous. Ça fonctionne très bien. L'eau, l'assainissement, ça fonctionne très bien. Ce sont des compétences qui fonctionnent bien. Ce qui est parfois compliqué, c'est que chaque commune trouve sa place et puisse être entendue. Mais c'est notre travail de maire de montrer qu'on est là pour défendre nos communes en priorité. Frédéric. De qui êtes-vous la plus proche ? Éric Ciotti ou Christian Estrosi ? Christian Ciotti. C'est original. C'est pas mal. Ou Éric Estrosi, comme vous voulez. Non, on a la chance d'avoir des hommes et des femmes politiques de talent. Alors c'est parfois compliqué parce qu'ils partent pas tous en week-end ensemble. Mais Christian Estrosi, Éric Ciotti, Charles Ginesi, David Lisnard, Dominique Estrosi. Enfin voilà, on a vraiment un paysage politique très très important. Moi, j'ai de problème avec aucun d'entre eux. J'ai pas de problème pour dire ce que je pense quand j'ai quelque chose à dire pour défendre ma commune. Et je sais sur qui je peux compter quand j'ai besoin que les projets avancent. Donc je pourrais pas vous répondre à cette question. Vous appartenez à un parti aujourd'hui ? Je suis LR. D'accord, absolument. LR, hein. Et donc, le 9 juin, les élections européennes approchent. Vous voterez... Je voterai LR, François bien sûr. Oui, bien sûr. Il fait une très bonne campagne avec une ligne extrêmement claire et c'est un brillant candidat. C'est un record cette année, 37 listes sont sur la ligne de départ pour les élections européennes. Est-ce que ça pose des problèmes d'organisation pour une mairie comme la vôtre ? Oui, il faudrait 37 panneaux d'affichage, il faudrait, alors très souvent... Donc il n'y aura pas 37 panneaux d'affichage ? Si, on prévoit tous les panneaux qu'il faudra, mais en général, il faut savoir que sur les 37 listes, il y en a très peu qui nous envoient derrière, qui viennent afficher, et qui nous envoient. On prévoit tout ce qu'il faut, aucun problème. Ils seront les bienvenus s'ils veulent venir afficher à Isola. On termine avec la question perso. Frédéric. À 2 ans des prochaines élections municipales, Mylène Agnelli, êtes-vous déjà candidate à un deuxième mandat ? En tout cas, j'ai très envie de continuer à développer les projets pour la commune, oui, bien sûr. Donc, a priori, encore plein de choses à défendre. Oui, il y a plein de choses à défendre. Il y a des moments qui sont parfois compliqués dans la vie d'un maire. Et nous, on a eu quand même, j'échange souvent avec mes collègues, on a eu un mandat qui a été quand même compliqué au départ avec le Covid, avec ensuite la guerre en Ukraine. À Isola, on a accueilli beaucoup de réfugiés. Voilà, il y a des choses qu'on ne mesure pas au départ quand on se présente. Et il y a parfois des journées qui sont un peu compliquées où on se dit...
mais quand même, pourquoi je fais ça, voilà, pourquoi je fais ça, et puis surtout sur les impacts que ça peut avoir sur notre famille ou sur notre entourage qui, eux, n'ont pas forcément choisi cette exposition. Mais quand on voit les projets qui avancent et quand on voit que, humblement, on peut aider les gens qui sont autour de nous, ça donne envie de continuer. Merci beaucoup, Merci Mylène Agnelli. Merci bonne Frédéric. Journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Interview à la Une. Notre invité sera François Decanson, vice-président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonne journée et bon week-end à tous.